On va voir trois sous-thèmes peut-être. Shalom à toutes et à tous. Bienvenue à cette rencontre de notre programme Au cœur de l'amour, où nous parlons des sujets en rapport avec l'amour dans le parcours cheminement, fiançailles et même mariage. Que Dieu te bénisse, toi qui fais l'effort d'être assez fidèle et régulier à ces programmes et qui passe l'information aussi à des connaissances pour qu'elles puissent bénéficier de toutes ces bonnes choses que le Seigneur nous fait grâce de pouvoir entendre et comprendre. Alors ce soir, nous allons voir probablement trois thèmes ou à la limite deux sous-thèmes dans cette grande thématique dit conversation clé à avoir avant de dire oui. Je pense que ces différents sous-thèmes que nous avons vus jusqu'ici pour permettre de prendre des bonnes décisions et surtout savoir orienter vos amitiés dans le cheminement et les fiançailles. Ça vous donne de quoi comme sujet à aborder pendant les fiançailles parce que l'une des plus grosses questions qu'on pourrait se poser quand on est dans les fiançailles, on se dit qu'est-ce qu'on a à faire, quelles sont les activités ou quelles sont les questions que je me devrais poser à mon partenaire ou à ma partenaire ou à mon cheminant, ma cheminante pendant les fiançailles. Mais grâce à Dieu, au travers de ce programme, tu sais exactement quoi demander, quoi avoir comme conversation avec ton fiancé. Alors, le septième sous-thème que nous voyons ce soir s'intitule comme suit, les rôles et les responsabilités. Les rôles et les responsabilités. Les rôles et les responsabilités. Tu peux déjà le noter. C'est le septième sous-thème. Nous avons 10 sous-thèmes et nous sommes en train de voir aujourd'hui le septième, les rôles et les responsabilités. Sois attentif. C'est clair qu'après, on aura un très bon résumé de la rédaction à Pion, mais c'est toujours bien que tu puisses toi-même enregistrer ou noter ces questions-là dans ton cahier. La première question que tu dois poser à ton cheminant pendant ce parcours que vous avez ensemble, quand on aborde les questions en rapport avec les rôles et les responsabilités, c'est de demander à votre partenaire comment définis-tu les rôles de l'homme et de la femme dans le mariage. Comment définis-tu les rôles de l'homme et de la femme dans le mariage? Vous savez, un mari a des devoirs, il y a des droits. Une femme également dans le mariage a des devoirs, il y a des droits. Donc un homme et une femme qui se préparent au mariage doivent nécessairement connaître leur rôle. En tant que femme, qu'est-ce qui m'est demandé? Qu'est-ce que la Bible me recommande comme rôle? Quels sont mes rôles en tant que femme? Quels sont mes rôles en tant qu'homme dans le mariage? Donc il est important de pouvoir, monsieur, madame, plonger au regard dans la même direction pour savoir exactement, et chacun doit être certain de ce qu'il attend comme rôle dans le mariage. Vous ne devriez pas découvrir ce rôle-là. Vous devriez le savoir avant d'entamer le mariage, d'aborder le mariage, d'entrer dans le mariage. Il est donc important, capital, que chacun sache exactement le rôle qui lui revient, le rôle qui lui est attribué. Est-ce que vous m'entendez parfaitement? Il y a un problème de son. Le son est bizarre. Est-ce que vous m'entendez correctement maintenant? Le son est toujours bizarre. Le son est bizarre ou vous m'entendez correctement? Dites-moi exactement. Ça va maintenant, hein? Ok. Gloire à Dieu. Si ça va maintenant, gloire à Dieu. Là, c'est bon. Parfait. Parfait, parfait, parfait. C'est correct. Donc, on peut poursuivre. Deuxième question à poser. J'espère bien que je vais aller rapidement. Après, je prendrai le temps de répondre à vos questions. Si je veux détailler chaque question, c'est sûr qu'on ne s'en sortirait pas. Il y a beaucoup de choses à dire sur chaque question. Deuxième question à poser. Quelle responsabilité aimerais-tu assumer au sein de notre foyer? Donc, les rôles sont différents des responsabilités. Donc, une fois qu'on parle de rôle, c'est que chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Après, la question à venir, c'est quelle responsabilité aimerais-tu assumer au sein de notre foyer? Est-ce que tu veux être celui qui va gérer l'argent? Est-ce que tu veux être celui qui va s'occuper de tout ce qui concerne le ménage? Ouh. Est-ce que tu veux être celui-là qui va prendre la responsabilité sur lui de pouvoir s'occuper de tout ce qui concerne les documents administratifs de la famille, quand il faut faire des déclarations, quand il faut aller voir aller faire des documents, bref, tout ce qui concerne l'administration de la maison, de la famille, quand il s'agit de faire des documents en rapport avec le gouvernement, avec tout ça, est-ce que c'est toi qui penses ou tu crois pouvoir le faire? Donc, il faudrait que chacun assume, dise exactement ce qu'il va faire comme responsabilité. Troisième question, si vous faites ça, c'est sûr que vos fiançailles seront tellement enrichissantes parce que vous saurez exactement où vous allez. Troisième question, comment souhaites-tu que nous partagions les tâches domestiques?
Ça, c'est super important. J'avoue que ça, c'est pas toujours évident, mais il faut déjà dès le départ, à un moment donné, vous poser la question, comment souhaites-tu qu'on partage les tâches domestiques? Qui va laver les toilettes? Qui va essuyer la maison, le salon, le séjour? Qui va faire, va nettoyer, va rendre propre le jardin? Bref, tout ça, vous avez l'impression que c'est banal, c'est simple, mais ça vient renforcer la vie de couple. Ça vient vous donner vraiment du crédit de là. Ça vous permet d'avoir une vie tranquille. Donc, il faut départager, il faut partager, pardon, les tâches domestiques. Chacun devrait savoir exactement ce qu'il doit faire. Qui aura sa place à la cuisine? Peut-être que monsieur dira que moi, tous les week-ends, je vais faire la cuisine, ou les lundis, c'est à moi de le faire. Madame va dire non, tu partages la cuisine, tu les fais matin, les lundis, les mercredis, les jeudis, et puis les... Bref, tout ça, c'est des discussions qu'il faut avoir. Il faut avoir vraiment une très bonne communication. On n'est plus à l'ère où c'est la femme qui doit être dans la cuisine tout le temps. Monsieur aussi peut être dans la cuisine, et monsieur peut cuisiner. Il doit faire l'effort de cuisiner et ça doit vraiment être quelque chose qui vient de lui. Il doit prendre plaisir à le faire. Une manière aussi de soutenir son épouse pour ne pas qu'elle soit épuisée. Donc les hommes qui disent que moi je dois marier une femme qui doit exactement, qui doit savoir faire la cuisine, ça ce sont des discours qui sont dépassés là. Ce sont des discours qui ne doivent plus exister aujourd'hui pour... Non. Que ta femme sache cuisiner ou pas, tu dois faire l'effort. Si elle ne sait pas cuisiner, elle peut apprendre à cuisiner. Ça ne doit pas être un critère fondamental qui va jouer dans ta balance. C'est vrai, tu aimes bien manger, je comprends. Mais on ne se marie pas parce qu'on veut bien manger. C'est pas ça le but du mariage. Ta femme peut apprendre à cuisiner auprès de sa mère, auprès... Il y a beaucoup d'écoles de cuisine, je sais pas. Il y a trop de choses qu'on a. Il y a des gens qui ne savaient pas cuisiner, ils ont regardé des vidéos sur YouTube qui savent cuisiner aujourd'hui. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a plus de limites. Le monde dans lequel on se trouve est un monde de communication, un monde d'information. Il y a des informations partout. Quand tu veux une chose, il suffit que tu aies la bonne information et tu as la chose. Donc, les amis, il faut vraiment que votre surtout les hommes, cette question de cuisine, de cuisine, de cuisine. J'ai entendu des hommes qui disent non, si ma femme ne s'est pas fait ici, elle ne s'est pas plié le foutou. Pour les hommes qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, qui aiment manger le foutou, le foufou, moi, je ne serai pas avec elle. C'est révolu, ces histoires-là. Ta femme peut apprendre à cuisiner. Toi-même, tu peux faire la cuisine, tu peux faire le foufou. Quatrième question, quelle est ton opinion sur la gestion conjointe des décisions importantes? Important aussi, il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous puissiez aborder cette question. Vous voulez acheter un terrain, par exemple une maison, il ne faudrait pas que ce soit toi l'homme. Vous devez en tant qu'homme femme, déjà, avant le mariage, dans les fiançailles, quand on a des décisions importantes à prendre, comment est-ce qu'on peut gérer? Si toi tu veux habiter à l'ouest, je veux habiter à l'est, où est-ce qu'on va résider? Ce sont des questions sur lesquelles vous devrez réfléchir. Madame veut vivre en Afrique, monsieur veut vivre en Europe. Vous devez prendre des décisions réfléchies dans ce sens-là. C'est une décision importante quant à notre avenir. Là, on va vivre. Monsieur veut vivre dans une petite maison. Madame est habituée à vivre dans une grande maison. Elle a grandi avec des parents qui étaient pleins aux axes. Elle aime l'espace. Monsieur aime vivre en campagne. Madame aime vivre en ville. Bref, il y a beaucoup de sujets que vous pourriez aborder pendant vos cheminements pour déjà comprendre et savoir où vous allez. Donc, c'est là qu'il faut discuter pour ne pas être surpris après. Et il faut être transparent dans toutes ces décisions-là par rapport à ce que vous devez prendre. Cinquième question qui me fait rigoler parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui ne sont pas d'accord avec ça. Comment vois-tu la répartition des responsabilités financières dans notre couple? La responsabilité financière. Donc, madame, ce n'est pas aussi que monsieur doit tout faire dans la maison, c'est lui qui doit mettre tout son argent. Si vous avez un tel mari, gloire à Dieu. Si votre mari a suffisamment de moyens pour s'occuper à 100% des dépenses, vous pouvez vraiment l'aider malgré qu'il ait tous les moyens, contribuer un tout petit peu. Pour moi, une femme, ça contribue, ça a de la valeur. Ton mari, même quand il te regarde, quand tu contribues, même, il sait qui tu es, il sait ce que tu représentes pour lui. Mais quand vous laissez le choix à un homme, malgré tous les milliards qu'il a, de s'occuper de tout et de tout, à un moment donné, vous perdez un peu votre rôle de femme qui vient dans la vie d'un homme pour être une aide. Même de façon symbolique, même s'il a tous les moyens, tu peux dire, monsieur, s'il te plaît, au niveau du garde-manger, je vais m'occuper vraiment de la nourriture. Ton argent là, occupe-toi des enfants, les projets. Fais tout avec cet argent-là. Mais la nourriture, c'est moi qui m'en occupe. Ça peut toucher le cœur de l'homme. Donc, il faut répartir les responsabilités financières dans votre couple, dans votre foyer. Vous pourriez vous aider à ce niveau-là. Donc, mesdames, s'il vous plaît, votre argent, ne cachez pas ça. Ne gardez pas ça. Et puis, on ne voit pas, on ne sait pas ça rentre où. Il faut aider également. C'est-à-dire, dans les fiançailles, là, quand vous discutez, si monsieur contribue à 90%, vous pouvez apporter 10%. Monsieur peut apporter 70, vous apportez 30. Vous pouvez faire 50-50, ça dépend, mais vous devez discuter
et en fonction de vos revenus, vous pourriez vraiment, vraiment, vraiment vous aider. S'il vous plaît, mesdames, ne soyez pas celles-là qui cachent leur argent, on ne voit pas. Contribuer, il faudrait que vous puissiez participer aux charges de la maison. S'il vous plaît, mesdames. S'il vous plaît, mesdames. Sixième question à poser. Comment souhaites-tu gérer le rôle parental à l'avenir? Donc, c'est important. On sait que l'homme est le chef de famille. Donc, bibliquement, on a déjà la réponse. Donc, il doit associer sa femme et son épouse. Sa femme, disons son épouse, une fois dans le mariage. C'est vraiment important d'associer ta femme dans l'éducation, dans le rôle parental, lorsque vous aurez des enfants plus tard, pour qu'elle puisse aussi, elle, avec la connaissance qu'elle a de la parole de Dieu, vous savez, c'est la femme qui fait la plus grande partie, qui influence plus tes enfants parce qu'elle est très proche des enfants. Donc, elle a vraiment son rôle à jouer et monsieur doit pouvoir veiller à ce que tout soit fait comme Dieu le veut. Septième question, quelle est ta vision de l'équilibre travail-famille dans notre futur mariage? Donc, il ne faudrait pas que le travail, comme je l'ai dit, il faut respecter vraiment la hiérarchie des priorités. Il ne faudrait pas considérer ton travail plus que ta famille. Il faut faire l'effort de pouvoir trouver un équilibre. Je suis l'une des personnes qui insiste sur la question de l'équilibre dans tous mes enseignements. L'équilibre, l'équilibre et l'équilibre. Il faut vraiment être équilibré. Si votre monsieur ne travaille pas, c'est sûr que vous n'aurez pas assez de respect pour lui. Donc, monsieur doit travailler. Le monsieur doit faire la part des choses pour qu'il y ait un équilibre travail-famille. C'est pareil pour la femme. Aujourd'hui, les femmes travaillent, elles sont qualifiées, elles sont diplômées, elles ont de grands postes, de gros boulots, elles ont de grosses responsabilités dans le service où elles se retrouvent. Donc, madame, toi aussi, tu dois pouvoir concilier travail, famille dans ton futur mariage. Tu dois avoir un équilibre. Jusqu'ici, ça va, j'espère. Vous êtes avec moi, hein? Je suis rapide aujourd'hui, c'est super. On va finir trois sous-thèmes aujourd'hui. Ça sera intéressant. Parfait. Huitième question, comment réagis-tu face à une situation où l'un de nous doit assumer plus de responsabilités que l'autre? Vous savez, en fonction des saisons dans lesquelles vous allez vous trouver, monsieur peut avoir plus de responsabilités que madame. Imaginez-vous que madame reprend les études et monsieur doit travailler, il doit s'occuper des enfants. Donc, il y a les saisons comme ça. Vous savez, quand on grandit, il y a des périodes où on fait beaucoup plus de sacrifices que certaines autres périodes. Donc, il faut être flexible et il faut aborder ces questions-là même pendant les fiançailles. Et prenez des cas pratiques. Imaginons qu'on est marié, on a 2 enfants. Et puis après que je suis resté à la maison pendant 2 ans, je ne travaillais pas, je m'occupais des enfants. Ils vont maintenant à la garderie après 4 ans ou 5 ans, je ne sais pas. Ils vont à la crèche. Ou disons, moi je veux reprendre le travail. Toi, c'est vrai que tu as un boulot, mais comment on va s'organiser? Qui va chercher les enfants? Même en Afrique, ça existe aujourd'hui. Voilà, il faut s'organiser à ce niveau-là parce que les enfants, la vie moderne, vous voyez aujourd'hui dans les villes comme Abidjan, ça court dans tous les sens. Monsieur travaille, madame travaille. Si vous avez les moyens, vous prenez une servante. Tout ça, c'est à discuter pendant que vous êtes dans les fiançailles. Peut-être que madame dit, moi, je n'ai pas envie d'avoir des servantes chez moi. Monsieur va dire, moi aussi. Donc, toutes sont des questions qu'il faut aborder, peu importe l'environnement, le pays dans lequel vous vous trouvez. En fonction de vos réalités, vous devriez vous organiser afin que vos enfants puissent avoir une bonne éducation et que vous-même, en tant que mari ou femme, puissiez assumer vos responsabilités à 100%. Donc, ça reste toujours un sujet. Les questions sont très ouvertes, hein. Donc, ça, c'est pas une question ici de... C'est beaucoup plus une question de vision dans ce sens-là. Il n'y a pas de modèle parfait, mais il faut surtout prendre un modèle qui vous arrange en fonction de la saison dans laquelle vous êtes. Comment envisageons-nous de soutenir les ambitions professionnelles de chacun? C'est la 9e question. Donc, c'est vraiment aussi important. Peut-être monsieur a des ambitions de pouvoir encore retourner à l'école, faire des études. Madame aussi. Madame a des ambitions de créer des entreprises. Comment, de façon conjointe, vous pourriez vous aider à vous soutenir professionnellement pour avancer? Monsieur a une bonne opportunité dans une autre ville. On prend le cas, monsieur travaille à Abidjan. Madame a une bonne opportunité à Yamoussoukro où elle aura un bon salaire, elle aura une bonne qualité de travail. Bref, monsieur à Abidjan, comment vous faites ça? Est-ce que vous décidez de partir ensemble à Yamoussoukro, par exemple, ou monsieur cherche un autre emploi? Bref, ce sont les sujets que vous pourriez aborder pour savoir comment on peut se soutenir professionnellement pour avancer et grandir. Monsieur a une bonne opportunité à l'extérieur pour aller faire des études et revenir après. Est-ce que madame accepte qu'il parte? Bref, ce sont des questions qu'il faut poser. Il y a beaucoup de cas. Les cas, on peut les citer, Je ne prends pas des cas particuliers, mais vous savez, ça peut arriver. C'est pendant les fiançailles, vous devez avoir une ouverture d'esprit pour aborder tous ces sujets-là. Donc, comment on peut se soutenir pour pouvoir atteindre nos ambitions professionnelles? Ça reste une question importante. Et puis, 10e question dans ce sous-thème des rôles et des responsabilités.
quelle est ta vision du leadership au sein du couple et comment pouvons-nous le partager? Donc, la vision, comme je dis, on en parlera, mais c'est sûr que monsieur doit avoir une vision qui est ancrée sur le modèle que la Bible nous recommande. Christ est le chef de la famille, l'homme est le chef de la famille, l'homme est le chef, pardon, de la femme, de l'homme, de la famille de manière générale, et l'homme est le chef de la femme, et c'est lui qui gère, il reçoit de la part de Dieu des instructions, il fait l'effort de faire à soi tout ce qu'il a entendu, il a reçu comme message de la part de Dieu, de telle sorte que le mariage soit conduit par Christ, qui est notre socle à tous. Donc, il y a une vision du leadership que vous devriez aborder, donc discuter de ces sujets-là pour savoir exactement ce que vous voulez comme leadership dans votre foyer. 8e sous-point, je vais rapidement, on aborde le 8e sous-point maintenant, je mets une séparation. 8e sous-point, la famille et les relations extérieures. La famille et les relations extérieures. Vous devrez aborder ces questions aussi. Première question dans le 8e sous-point, quel rôle souhaites-tu que nos familles respectives jouent dans notre vie de couple? Vous connaissez les questions de ingérence, interférence, et surtout en Afrique, il y a eu beaucoup de problèmes comme ça dans certains foyers. Ce n'est pas qu'en Afrique, mais en Europe, ça existe, en Occident, même dans les pays outre-Atlantique, ça existe. Bref, donc je ne vais pas typer un pays ou un continent, ça existe partout. Parfois, il faut savoir exactement poser des limites. Quel est le rôle que tu voudrais que nos familles jouent? Et ça reste encore de la discussion. C'est toujours bon d'aborder ces questions-là dans les fiançailles. Ça permet vraiment à monsieur, à madame de savoir exactement avec qui il est, quelle est l'importance que son partenaire donne à la famille. Deuxième question, comment devrions-nous gérer les attentes ou les interférences de nos familles? Donc, quand les familles commencent à interférer dans vos relations, comment vous devrez gérer? Ça reste, vous connaissez en Afrique, on parle de la belle-mère, bref, j'ai rien à vous apprendre sur ces sujets-là. Donc, c'est pendant les fiançailles que vous devez discuter, et puis vous et votre conjoint, votre futur partenaire, votre futur mari, trouver des réponses à cela pour que monsieur et madame vous soyez solidaires. Et quand ça arrive, monsieur ne prenne pas à gauche, madame ne prenne pas à droite. Vous devez être solidaire, avoir un seul discours, vous devez être cohérent, vous devez être commun sur le discours que vous allez tenir devant vos parents. Parce que si vous n'êtes pas cohérent, il y a certaines familles qui sont très fortes dans la division. Vous allez vous retrouver vraiment à perdre votre épouse ou à perdre votre époux parce que quelqu'un allait faire des ragots, la belle-sœur, je ne sais pas, il y a tellement de choses qui arrivent. Donc, il faut vraiment aborder toutes ces choses-là. Comment abordons-nous les traditions familiales qui sont différentes des nôtres? Donc, la façon dont tu as été éduqué, quand je parle de tradition familiale, je parle d'éducation, je parle de tradition. Chacun vient d'une culture, chacun vient d'une éducation. Même si on est du même pays, on peut avoir deux traditions familiales différentes. Même quand on soit chrétien, c'est pas évident qu'on ait reçu la même éducation. Donc, à ce niveau-là, il faudrait que vous puissiez aborder ces questions-là. Il y a des choses sur lesquelles vous serez d'accord. Par contre, il y a des choses sur lesquelles vous ne serez pas d'accord. Il faudrait que vous puissiez savoir faire la part des choses et prendre de bonnes décisions pour construire une très belle relation de couple. Quatrième question, quelle est ton opinion sur l'importance des réunions de famille? Les réunions de famille sont importantes, mais jusqu'à quelle mesure? Donc, vous devrez aborder, pour certaines personnes, les réunions de famille, elles se manquent. Pour d'autres, ça a de la valeur. Moi, je suis du genre que les réunions de famille sont importantes parce que c'est la famille, ça reste la famille. Il faut surtout aider la famille à grandir aussi. Donc, ce genre de réunion reste importante, mais il faut avoir des limites. Et ça, vous devrez aborder ces questions-là avec votre futur époux. Beaucoup de couples ou beaucoup de jeunes qui sont dans les fiançailles, parfois négligent ce genre de questions. Quand ils sont dans le mariage et puis ça arrive, maintenant les femmes disent, je t'interdis d'aller aux réunions de ta famille. Tu pleures. Si tu parlais de ça avec ta fiancée, c'est sûr qu'elle n'allait pas te dire, je t'interdis. Ton époux te dit, non, je ne veux pas que tu partes aux réunions de famille. Comment tu es étonné? Mais pourquoi tu ne sais même pas? Mais si vous avez abordé ça pendant les fiançailles, tu aurais compris la mentalité de ton fiancé pour savoir exactement comment vous devriez aborder ces questions-là pour aller de l'avant. Cinquième question, comment souhaites-tu gérer les fêtes de fin d'année en termes de visite familiale? On en parle même pendant les fiançailles parce que vous avez deux familles différentes. Il y a des fêtes de famille de fin d'année, il y a des fêtes de fin d'année. On va chez le papa ou on va chez la maman de l'autre. On va où? On va fêter dans quelle famille? Parfois, ça peut créer de grosses frustrations. Si on va chez la famille de la femme, la famille du monsieur se sent frustrée, lui aussi peut se sentir frustré. Il faudrait qu'il y ait un équilibre. Donc, tout ça, vous pouvez gérer. Bon, chérie, je pense que si on est marié, on va fêter Noël chez ma famille. Et puis le 31 décembre, on fête chez ta famille. Ou si on est dans la même ville, on fait 2 heures chez tes parents. Et puis dès qu'on finit, on prend les enfants.
Tout ça, il faut gérer. Vous devez discuter. Il n'y a pas de bagarre. Tout est dans la communication. Si vous prenez le temps de discuter, vous saurez exactement où vous allez fêter vos fins d'année et c'est intéressant. Si vous n'êtes dans un pays où vos deux familles ne sont pas là, après vous allez trouver, même encore là, il y a des types d'amis. Est-ce qu'on va chez tel ami? Tout ça, c'est des discussions. Il n'y a pas de bagarre, mais si vous prenez le temps de bien discuter, vous allez trouver un équilibre et tout sera correct. Sixième question, comment souhaites-tu que nous abordons les conflits potentiels avec nos proches? Ça va arriver, il y a des amis qui vont vous créer, il y a des amitiés qui ne vont pas vous faire avancer. Et parfois, dans vos amitiés, même celles qui vont vous faire avancer, il y aura parfois des couacs, des incompréhensions. L'ami de monsieur qui s'ingère, qui aime tout le temps faire la bagarre, faire des reproches, il a dit une chose à la dame du monsieur, le monsieur n'a pas réagi. Ça peut créer beaucoup de problèmes. Donc, s'il vous plaît, vous pourriez aborder ce genre de questions-là déjà pour ne pas que ça crée des conflits. Et ces conflits-là vont exister. Il n'y a pas de relation où il n'y a pas de conflit, ça n'existe pas. Des conflits potentiels de vos proches. Mais vous devriez être sage. Et c'est pendant les fiançailles que vous pouvez déjà trouver la méthode. Quand ça arrive, chérie, voici comment on va faire les choses. Et ça, c'est bien de pouvoir aborder ces questions-là dans les fiançailles. J'espère que vous me comprenez. Septième question, quelle est ta position sur l'accueil des membres de la famille chez nous en cas de besoin? Pour certains hommes, ils ne veulent pas recevoir les membres de leur belle famille chez eux. Leur propre famille ne veut même pas recevoir les membres de leur famille. Ce que je dis, ce n'est pas que je suis en train d'exagérer, vous savez que ça existe. Vous savez que ça existe. Il y a certains hommes qui ne veulent pas recevoir quelqu'un chez eux. Lui, chez lui à la maison, c'est lui, sa femme et ses enfants. Il ne veut pas recevoir quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui existent comme ça. Donc, si tu te maries avec un tel homme, lui, il ne veut pas recevoir lui-même ses propres parents. Ce n'est pas tes parents qui vont recevoir. Donc, il faut déjà comprendre avec qui tu te mets. Il y a des gens qui ne sont pas famille, eux, quand ils sont chez eux, leur vie là, c'est un peu individualiste. C'est vrai, il va aimer tout le monde, mais il ne va pas recevoir les gens. C'est son principe à lui, on respecte. Il faut aborder ce genre de questions. Ton frère veut venir passer des vacances, il dit non, je ne reçois pas quelqu'un chez moi. Tu vas être choqué. Pourtant, c'est comme ça qu'il fonctionne. Les femmes aussi peuvent rejeter, comme quelqu'un vient l'écrire dans le groupe, c'est James, les membres de leur belle famille. Tout ça, c'est à discuter. Il y a forcément peut-être des choses qui sont passées qui justifient son acte, mais tout ça, c'est à discuter. Il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise tout. Il faut discuter avec ta fiancée pour que tu saches c'est quoi sa position, sa version. Voilà. Pendant que James, tu as parlé, quelqu'un met vice-versa aussi. Donc, c'est pour dire dans tous les cas, ça va créer des discours entre vous deux. James et Ruth Christian. C'est pourquoi il faut parler. Dans les relations, il faut toujours parler. La femme pense avoir raison, monsieur pense avoir raison. Il faut trouver un équilibre. Vraiment important de trouver un équilibre. Terrible. Vous voyez, les histoires des femmes et d'hommes, là, c'est pas simple. Hein? Dès que monsieur dit un, madame dit non, c'est non. Il faut trouver un équilibre. C'est pourquoi il faut avoir le temps de parler. Je suis certain que tant qu'on ne discute pas, on ne peut pas s'en sortir. Donc, il faut vraiment discuter. Nous sommes vraiment membres de la même famille en Christ. Mais quand il s'agit de mariage, là, on a l'impression qu'on n'a plus le même père. On a l'impression qu'Abba Père n'est plus notre père à tous. Chacun veut vraiment avoir raison sur l'autre. C'est là qu'il y a beaucoup de situations. Je dis la raison, ça n'apporte pas la paix. Cherchons plus la paix que la raison. Jusqu'ici, ça va. Hein? Pas de trouble entre Ruth Christian et puis James. Hein? C'est juste des points de vue qu'ils apportent. Voilà. Ruth Christian a juste répondu à la réaction. Il a attaqué tout de suite les femmes. Elle aussi, elle a répondu pour dire que certains hommes peuvent se comporter de la sorte. Huitième question. Comment souhaites-tu que nous traitions les amitiés extérieures à notre couple? Voilà. Certains, vous savez, quand vous êtes marié, vous êtes un couple, vous serez un couple plus tard, vous devriez avoir des amis de couple. Et puis ça, c'est à deux que vous devez décider. Est-ce qu'on fait de ce couple-là un couple ami? Est-ce qu'on décide de faire de un couple ami? Je vous dis à chaque fois, les amis, on ne s'impose pas. Ce n'est pas quelqu'un qui vient s'imposer ami dans votre vie. Les amis, on les choisit. Tu choisis qui devient ton ami. C'est un choix que tu fais. Jésus a décidé de faire de nous ses amis. On ne lui a pas imposé, c'est un choix qu'il a décidé de faire. Tu dois aussi choisir, quand vous serez mariés, choisissez des couples amis. Bon, on va décider que monsieur et madame X seront nos amis de couple. On ne va pas aller loin, on va avoir deux amis de couple. Choisissez et puis vous créez votre amitié. L'amitié, ça se crée, ça s'entretient, ça se nourrit, ça s'enrichit pour que ça puisse grandir. Donc, choisissez qui seront vos amis extérieurs à votre couple parce qu'ils auront accès à vos enfants. Ils pourront influencer vos enfants positivement comme négativement. Donc, faites attention à qui entre dans votre vie, avec qui vous allez passer le plus de temps. C'est quoi l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants? Vous devez faire le choix d'avoir des couples qui vous inspirent. Des couples qui vous inspirent. Ne faites pas de tout le monde vos amis. Vous pouvez fréquenter la même église sans être des amis, vous êtes des frères. Ce n'est pas un péché. Celui que tu vois à l'église, c'est ton frère en Christ. Vous êtes tous sauvés. Mais il n'est pas censé être forcément ton ami. On choisit des amis de destinée, des amis avec qui on a la même vision. S'il vous plaît, ce n'est pas un péché
de pouvoir fréquenter une même église et de ne pas être ami avec cette personne. C'est lui qui vous a dit le contraire, vous a menti. On est des frères dans le Seigneur, on rigole, il n'y a pas d'animosité, mais dit qu'il est ton ami. Non, ce n'est pas forcément obligé qu'il soit ton ami. Choisissez ceux qui vous inspirent, ceux avec qui vous avez la même vision, ceux qui vous comprennent, ceux qui sont tolérants, ceux qui sont flexibles. En tout cas, choisissez des couples amis, des couples extérieurs parce qu'ils vont vous impacter. Que vous le vouliez ou pas, l'homme est la moyenne des 5 personnes qu'il fréquente le plus. Si vous fréquentez des personnes qui sont des totaux, vous serez un couple toto aussi. Vous fréquentez des couples qui ont de très bonnes ambitions, de très bonnes valeurs, vous allez avoir ces bonnes valeurs aussi. Faites le choix de marcher avec des couples qui vous inspirent et qui ont de bonnes valeurs ou qui partagent les mêmes valeurs que vous. 9e question, même dans vos fiançailles, fréquentez des gens qui sont mariés, qui peuvent vous inspirer. Ce n'est pas quand on est marié, on choisit mais ses couples amis. Même dans vos fiançailles, vous pouvez trouver déjà des gens avec qui vous pouvez marcher, qui vous inspirent. Même dans vos fiançailles, vous pouvez déjà commencer à choisir des couples amis ou des jeunes qui sont aussi fiancés comme vous, avec qui vous allez grandir. Voilà, Joël dit qu'on peut le fréquenter déjà. 9e question, comment équilibrerons-nous les relations avec nos familles respectives ou notre propre famille future? Donc, c'est important de créer un équilibre. La question de l'équilibre ressort dans toutes les questions. Vous avez votre famille, vous êtes marié, vous avez votre femme, vous avez vos enfants, vous avez aussi votre famille qui était là avant vous, disons, vos familles respectives, votre papa, votre maman. Comment vous allez créer un équilibre dans tout ça? C'est beaucoup de choses. Donc, il faut réfléchir, il faut discuter avec votre fiancé pendant les fiançailles. 10e question, comment souhaites-tu que nous fassions face à des membres de la famille qui ne soutiennent pas notre union? Waouh! C'est une question qui est super importante. J'ai voulu la mettre dans ma liste de questions. Tout le monde ne va pas vous aimer. Si tout le monde vous aime, gloire à Dieu. Mais imaginons que quelque part, dans votre famille, il y a l'un de votre... Imaginons que James est marié à une sœur et puis l'un des frères de la sœur n'aime pas James. Il ne veut pas qu'elle se marie avec ce frère-là. Comment James va réagir face à son beau-frère? Son beau-frère le déteste. Son beau-frère n'aime pas la tête de James. Il n'aime pas James. Comment James devrait réagir face à un membre qui ne soutient pas leur union? Est-ce que James doit aller se battre? Est-ce que James ne doit pas parler à cet homme-là? Vraiment, comment James va gérer cette affaire-là? Bon, James, j'espère que tu rigoles et dis à bas ce beau-frère. Quelle réaction James devrait avoir vis-à-vis de ce frère? Hier, on a parlé de l'amabilité, de la manière que tu veux que les autres te traitent, c'est comme ça que tu dois les traiter. Donc, il faut mettre ça en application dans ce genre de contexte. Il faut même prier pour ce frère. Jésus nous a montré c'est quoi les actions d'amabilité. Il faut bénir ceux qui te maudissent, il faut prier pour eux. Bref, je pense que c'est ce que James fera. Donc, il faut déjà se poser les questions. Au cas où tel membre de ma famille ne veut pas que tu m'épouses, comment tu vas réagir? Et si c'est mon père même qui ne veut pas qu'on se marie, comment tu vas réagir? Vous voyez, c'est très, très important de pouvoir se poser de telles questions. Alors, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et puis, le dernier mardi, qu'est-ce que je raconte? La dernière soirée qu'on aura, je vais finir avec les 2 derniers sous-points et on aura terminé. Donc, on ouvre la lucane maintenant des questions. Je pense qu'aujourd'hui, on a parlé des sujets quand même importants, les rôles, les responsabilités et la question des familles et des relations extérieures, ça reste vraiment capital. On ouvre la lucane des questions. Chers amis de modérateurs, vous pourriez demander à vos amis de pouvoir envoyer les questions déjà et on va avancer. Les questions sont là, vous avez toutes les questions. C'est sûr qu'on aura un beau résumé après de la rédaction à Young. Et si vous avez des questions, c'est le temps de les poser maintenant. Si vous voulez savoir certaines choses, si vous avez des témoignages aussi, vous pourriez partager avec nous parce qu'on prend plaisir. Hier, on a eu 3 témoignages. Ça nous a fait du bien. Si vous avez des témoignages à propos, partagez vos témoignages. Ça va nous faire du bien. C'est très, très inspirant. Si vous avez des questions aussi, posez-les maintenant. On a encore un bout de temps. J'ai fini très vite aujourd'hui. Je suis allé rapidement. Je n'ai pas trop fait d'explications. Mais je pense qu'on s'est compris sur tous ces sujets que j'ai abordés. Place aux questions et aussi aux témoignages. Qui se lance en premier? Qui a une question ce soir pour nous? Qui a des questions sur la famille et les relations extérieures, sur les rôles et les responsabilités? Le mardi prochain, on va terminer cette série et on va revenir au rythme normal de notre programme au cœur de l'amour. Le mardi prochain, par la grâce de Dieu, on terminera avec cette série.
Jusqu'ici, j'espère que ça vous fait du bien. Est-ce que cette série-là vous fait du bien sur les 10 conversations? Ne vous en faites pas. Et puis, toutes ces 10 sous-thèmes, vous avez la première, vous avez toutes ces questions, mais pour ceux qui n'appartiennent pas à Piyong, euh, j'ai à cœur de pouvoir compiler toutes ces questions-là dans un ouvrage, un petit ouvrage qui certainement sortira en 2025 avec d'autres choses que j'ajouterai encore dedans. Toutes les raisons, les questions sont déjà elles-mêmes importantes, mais je donnerai quelques petites orientations avec ces beaux résumés qu'on a. Et puis un petit ouvrage va sortir, un petit manuel va sortir en 2025. Je vais travailler avec mon éditeur et puis ça devrait être disponible sur le marché pour permettre à d'autres jeunes également de s'en inspirer. Joël Massamba, Dieu te bénisse pour là. Est-il approprié pour un homme de donner de l'argent aux membres de sa famille sans consulter sa femme? Non, non et non. Un homme doit pouvoir aviser sa femme. Si c'est arrivé sans qu'il n'avait prévu, il doit informer sa femme après. Mais si il avait prévu le faire, il avait le temps, il faudrait qu'il informe sa femme. Ça ne doit pas être régulier à chaque fois qu'il donne et puis il informe sa femme après. À l'instant T où ta femme et toi, vous participez à deux. C'est pourquoi la semaine dernière, lorsqu'on parlait des finances, j'ai toujours dit qu'il faut établir un budget. Le budget que vous établissez, c'est un budget qui est transparent. Et dans ce budget, il y aura forcément un portefeuille qui sera rattaché aux aides que vous voulez apporter à vos familles. C'est dans ce budget que vous avez là que l'homme peut prendre une partie en fonction de la répartition que vous ferez avec votre femme pour pouvoir donner. Maintenant, imaginons que tu vas rendre visite à ta mère ou à ta soeur et puis il y a un problème qui se présente et tu lui fais un petit don. Ce n'est pas grande chose. Mais quand tu arrives à la maison, tu es censé, en discutant avec ta femme, lui dire: ah, j'ai été voir Viviane aujourd'hui, j'ai été voir Catherine aujourd'hui. Et quand je suis arrivé, j'ai vu son fils. Il avait un souci, il n'avait pas vraiment l'argent pour s'acheter un cahier où il y avait un truc qui s'est présenté. Du coup, je lui ai donné un 5 000 francs pour qu'il s'achète un cahier. Juste ça. Juste ça. C'est pas que tu viens rendre des comptes à ta femme, mais tu es transparent dans ton foyer, dans la gestion financière. Elle aussi, inversement, si elle donne quelque chose à sa mère ou à sa soeur, elle pourra te dire: ah chérie, j'ai fait un don de 10 000 francs à ma petite soeur qui avait besoin d'argent, ou à la limite. C'est pas parce que c'est un contrôle, mais c'est vraiment l'amour. Quand on aime, on est transparent, même quand on donne, on veut le dire. Mais le faire sans le dire, il y a des intentions cachées qu'on ne sait pas. C'est pourquoi il faut... Et de toute façon, l'amour ne soupçonne pas le mal. Il ne faudrait pas que ça soit une habitude de donner l'argent à ses parents sans que ta femme ne le sache. C'est mesquin. C'est très mesquin. Et ça, c'est pas intéressant. J'espère que j'ai répondu à ta question. Mary Mwamba, est-ce cool d'épouser une femme qui consulte son pasteur pour toutes les décisions concernant les fonds? C'est pas cool d'épouser d'une telle femme. C'est pas cool d'épouser une telle femme. À l'instant T où tu épouses cette femme, tu deviens l'autorité de la femme. L'autorité en ce sens où la femme sait que tu es le chef du foyer, tu es le chef de votre relation. Et si elle a des décisions à prendre, la femme doit te consulter. Elle doit couper ce lien qu'elle a avec le pasteur. Elle n'a pas épousé le pasteur. Tout pasteur a pour intention de pouvoir voir un jour cet enfant qu'il encadre devenir grand et mature. À quel instant, à quel moment tu deviens mature? Tu as épousé un homme, mais tu cours encore après ton pasteur. Tu cours encore pour aller demander conseil à ton pasteur. Ça doit être d'un commun accord que tu pars rencontrer le pasteur. Tu ne peux pas te lever le matin pour aller voir le pasteur sans que ton mari ne soit informé. Si c'est ton mari ton problème et que tu vas voir le pasteur, ok, on comprend. Ton mari a eu des attitudes que tu n'as pas appréciées. Vous en parlez depuis des semaines, il ne comprend pas. Tu peux aller approcher votre berger. C'est normal, c'est sûr que dans sa sagesse, le monsieur va vous appeler à deux. Il ne va rien faire sans que le monsieur soit là. Il va vous parler à deux. Mais imaginons pour des décisions les plus simples et banales, madame se lève à aller consulter son pasteur sans que son mari ne soit informé. Ça ne marche pas. C'est une femme qui a besoin de grandir, de se séparer. L'homme a quitté son père et sa mère, s'est attaché à sa femme pour qu'il devienne une seule chair. Comment se fait-il que cette seule chair qu'il fait avec sa femme, elle court encore après son pasteur? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Deuxième question. Dans le cas où les parents s'opposent au mariage à cause de l'écart d'âge, comment faire? Est-ce qu'il faut faire quand même se marier? Le problème d'écart d'âge n'est pas un problème en réalité pour des parents qui sont avisés. La chose la plus importante, c'est la maturité des personnes qui veulent aller au mariage. On peut avoir 50 ans et puis être immature. On peut avoir 25 ans et être mature. La maturité ne dépend pas du nombre d'années qu'on a passé sur Terre, mais du nombre d'années où on s'est appliqué à mettre en pratique ce qu'on a appris comme connaissance. Donc, c'est pourquoi les parents doivent aller au-delà de l'aspect physique. Si vos parents s'opposent à cause de la question d'âge et que c'est une question de monsieur est trop âgé pour la femme,
Madame doit faire comprendre à ses parents que ce n'est pas un problème pour elle, c'est elle qui va l'épouser. Et le plus important, c'est que cet homme-là, il est régénéré, il est mature, il a la crainte de Dieu, il a de bonnes valeurs. C'est aussi vrai pour l'homme vis-à-vis de ses parents. Si ses parents trouvent que cette jeune fille est trop jeune, il doit emmener ses parents à comprendre qu'elle est mature, malgré le fait qu'il s'accroche à son âge physique. Et c'est dans la prière, dans la douceur, que vous allez faire comprendre ça à vos parents. Dans la prière, dans la douceur, dans la patience. Dans la prière, dans la douceur, dans la patience, que vos parents pourront comprendre ça. Parce que certains parents ne veulent rien savoir. L'écart d'âge n'est pas un problème spirituel. C'est surtout une question de perspective. J'ai 50 ans, j'épouse une fille de 25 ans. Il y a 25 ans d'écart. Quand j'aurai 75 ans, elle aura tel âge. Est-ce qu'elle pourra encore aimer être avec moi, prendre désir à être avec moi? Donc, ce sont plus des questions techniques comme ça quand on se projette. Mais quand on aime, même quand on réfléchit à ces questions-là, on finit par dire que je prends la décision d'aller au-delà de cet aspect. C'est vrai, je suis capable de payer le prix pour ça. Parce que ça demande quand même un sacrifice. S'il y a un gros écart d'âge, vous savez que les femmes finissent par vieillir vite avant les hommes. Tu t'imagines, tu as 25 ans, toi l'homme, tu maries une femme de 40 ans. Déjà, quand tu auras 35 ans, la femme aura 50 ans. Elle aura quoi? Elle aura 65 ans, si je calcule bien 55 ans. Tu vois l'écart d'âge? Pendant que toi, tu as 35 ans, tu es encore jeune, tu es encore frais, ton épouse a 55 ans. Elle est post-ménopausée, elle est fatiguée physiquement, même si elle s'entretient, elle n'aura plus le même désir. Pourtant, toi, à cet âge-là, au niveau de ton amour éros, là, tu veux encore plus d'elle, tu veux encore plus d'elle, tu veux encore plus d'elle. Ça va créer beaucoup de... C'est à ce niveau-là qu'on est sage, et puis on dit faisons attention à la question de l'écart d'âge. C'est là. J'espère que je me fais comprendre. Question 4. L'apport financier de la femme est-il obligé? L'homme peut-il imposer le 50-50 à sa femme? L'homme n'impose pas. C'est une proposition qu'il fait. C'est une proposition qu'il fait à sa femme. Il ne peut pas imposer à sa femme. Là encore, c'est une question de communication. L'homme doit demander à la femme, combien penses-tu que tu peux apporter comme contribution pour la gestion de notre foyer? Si la femme dit, selon les ressources que j'ai, je ne peux qu'apporter 30%, l'homme doit prendre sur lui la responsabilité des 100% ou des 70%, pardon, des 70%. Mais un homme ne peut pas imposer à sa femme un 50-50. Il perd sa dignité, il perd aussi sa valeur. C'est la femme qui doit proposer. Si ça vient d'elle, ok, il peut accepter. Mais là encore, il doit être sage pour ne pas accepter à 100%. Il doit toujours avoir un petit écart, une petite différence. C'est l'homme qui fait plus que la femme. Parce que le travail que la femme fait de façon physique et même dans l'occupation des tâches de la maison, si c'est elle qui va, c'est vrai, il aura une répartition des tâches, mais tu verras que ça sera disproportionné. C'est pourquoi il faut discuter pour que chacun se sente à l'aise d'apporter ce qu'il peut apporter. Imaginons que monsieur touche 100 000 comme salaire, madame touche 1 million comme salaire. Les charges de la maison font 200 000 francs. Même quand l'homme apporte tous les 100 000 francs, les charges de la maison ne sont pas couvertes. Ce n'est même pas couvert parce que monsieur touche petit. Il va se battre, c'est sûr, dans les années à venir, à travailler, à toucher un peu plus. Mais imaginons que monsieur touche 100 000, madame touche 1 million, monsieur touche 100 $, madame touche 1000 $ pour parler pour ceux qui touchent le dollar, et monsieur apporte les 100 $, et puis madame exige de faire 50-50. Ça ne marche pas. Comment ça va marcher? Ça ne marchera pas. Et si encore la femme n'a pas compris certaines vérités bibliques, ça peut ouvrir une porte à un déséquilibre dans le foyer. Parce que monsieur n'a pas l'argent, vous savez que la femme, elle est soumise à l'homme, elle ne doit pas obéir à l'homme. C'est différent. La soumission est volontaire, l'obéissance est obligatoire. Quand un parent dit à mon enfant, quitte-la, l'enfant doit obéir. C'est une ordre qu'il donne à son enfant. Mais la femme n'est pas obligée d'obéir à son mari. Elle n'est même pas sous ordre d'obéir à son mari. C'est une soumission qu'elle a vis-à-vis. C'est une thématique que j'aborderai bientôt. C'est quoi la différence entre l'obéissance et la soumission? Pour que les femmes comprennent et les hommes comprennent aussi. Donc, ça doit être compris tout de suite. Une femme qui n'a pas compris que la soumission vient parce qu'elle est amoureuse de son mari, elle aime son mari, quand elle serait mieux payée que son mari, imaginez l'insoumission, imaginez la mentalité d'une femme qui se prend pour une femme qui est féministe, comme elle va commander son mari, mais elle apporte une malédiction dans le foyer. Elle apporte une malédiction dans le foyer. Bref, j'espère que je suis clair. Autre question, aidez-moi. Question 5, Anne. Perso, je suis très sceptique aux questions d'amis. J'ai peur que cela affecte plus tard ma relation. Alors, est-il vraiment nécessaire d'en avoir un? Les amis, je parle des amis de couple. C'est-à-dire que quand vous êtes marié, vous fréquentez une église, une assemblée, ou même en dehors, il y a des personnes qui peuvent vous inspirer.
C'est à deux que vous décidez de dire, ah, Grégoire et Valentine, là, ils ont un bon comportement, ils ont de très bonnes valeurs, ils éduquent bien leurs enfants, leur façon de réfléchir, de penser, là, ça nous plaît. On va faire de Grégoire et Valentine nos amis de couple. Voilà. C'est avec ton fiancé ou avec ta cheminote, quand vous serez mariés, vous décidez de faire d'un couple un couple ami. C'est juste ce que je veux dire. Et vous faites le choix. Et ces amis-là, c'est sûr que vous allez partager ensemble la prière. Ça va renforcer votre amitié. Les choses ne seront pas parfaites, c'est certain. Vous êtes des humains. Mais parce que vous avez décidé de faire d'eux un couple ami, même quand il y aura des problèmes, vous allez surmonter ces problèmes pour aller de l'avant. Mais on le prend. On prend de telles décisions dans la prière et dans le discernement. Autre question. Peut-on déjà dans les fiançailles ou dans les cheminements combiner les revenus financiers dans l'obtention d'une ligne directrice financière dans le mariage? Je ne conseille pas forcément, surtout dans les cheminements, non. Dans les fiançailles, encore que je demande à chacun d'être assez responsable. Monsieur qui veut t'épouser, il a la politique de ses moyens. Vous n'êtes pas encore marié pour mettre tout ensemble. Vous n'êtes pas encore une seule chair. Il n'y a pas d'engagement devant Dieu vis-à-vis de l'autre parce que vous n'êtes pas encore passé par digne décision officielle devant l'Église ou devant Dieu lui-même. Vous avez certainement fait un vœu de mariage, mais il faut être prudent. Vous pouvez être transparent. Vous pouvez être transparent. Vous pouvez être transparent sur les moyens que vous avez. Mais combiner ensemble, ça peut être pour un projet, mais pas pour une ligne directrice dans le mariage. Non. Chacun peut garder son argent à côté dans le but de préparer le mariage, préparer un projet que vous avez en commun. Mais pas pour dire qu'on commence à vivre notre vie de couple avec ces moyens-là. Parce que quand il aura problème, il y a un qui sera frustré. Il y a un qui sera forcément frustré. Même si vous êtes convaincu que vous allez vous marier, les questions d'argent créent trop de problèmes. Si tu gardes ton argent chez toi, garde dans ta banque, qui garde dans sa banque. Quand vous serez marié, vous allez faire un compte commun. Vous allez faire un compte joint. C'est ce que moi je conseille. Ce n'est pas biblique. La réponse à cette question n'est pas biblique, mais c'est la sagesse humaine qui nous évite à faire certains choix. Si tu fais un compte joint avec ton fiancé pendant les fiançailles, ce n'est pas un péché. Vous pouvez le faire et ça va marcher, comme ça n'a pas marché. Donc, il n'y a pas de... Dieu nous donne la responsabilité ici de pouvoir décider nous-mêmes. Ce n'est pas des interdictions qu'il a établies. Il faudrait qu'on soit équilibré. Ce n'est pas une question pour laquelle Jésus va dire tu as péché. Si vous mettez votre argent ensemble pendant les fiançailles, ce n'est pas un péché. Si vous mettez ça après le mariage, c'est ce qui est beaucoup plus juste. C'est normal. Donc, il n'y a même pas de péché derrière. Mais il faut être juste sage, connaître un peu la mentalité de l'autre pour ne pas se presser ou se précipiter. Autre question, question 7. Si les parents s'opposent à votre union disant qu'ils n'aiment pas la tribu de votre partenaire, comment réagir? Par exemple, si tonton héritier est, est Mukongu et que madame Kalenga est Muluba, mais que les parents disent chez nous, on n'épouse pas des Baluba, alors qu'en Christ, il n'y a pas de distinction de tribus, que faire dans une telle situation? Il faut prier, mon frère. Il faut prier. C'est une question de clan, c'est une question de mentalité païenne. Païenne qui ne veut pas dire forcément péché. Hein. C'est une mentalité païenne. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore l'alliance avec Christ. Quand on fait l'alliance avec Christ, on devient tous de la même famille. Il n'y a plus, comme tu l'as dit dans ta réponse, il n'y a plus de tribus lorsqu'on est en Christ. Mais certaines familles sont encore braquées dans leur compréhension assez déséquilibrée du monde chrétien. Et même quand ils sont chrétiens, parfois, ils mettent des barrières. Il faut prier. La prière va briser ces barrières. L'attitude du balouba, de la personne qui est rejetée, va aussi confondre. La Bible déclare que Dieu est le maître et c'est lui qui incline le cœur du roi comme un courant d'eau. Donc Christ est capable d'incliner le cœur de tes beaux-parents, de ta belle famille pour qu'ils puissent t'accepter, mais il faut prier. Tu pries jusqu'à ce que le Seigneur fasse grâce. Si malgré la prière, les parents ne sont toujours pas convaincus et pas d'accord, au bout d'un certain temps, vous devez faire un choix. Le choix de vous séparer ou le choix de prendre la décision d'aller au mariage. Ça, c'est vous qui décidez. Et là, c'est là qu'on voit si vous êtes... Si l'homme est l'homme. Mais ça doit être d'un commun accord. La femme doit être d'accord, monsieur doit être d'accord pour prendre une telle décision. Vous devez être d'accord à deux pour le faire. Si madame n'est pas d'accord pour se marier sans le consentement de ses parents, ne le faites pas. Sépare-toi de la fille. Si monsieur n'est pas marié pour se marier sans le consentement de la femme, ça ne marchera pas. Séparez-vous. Mieux vaut aller avec une autre femme pour laquelle les parents seront d'accord que de se mettre. Ça va vous retarder pour rien. Ça va créer trop de conflits après. Mais si vous priez que Dieu débloque, allez, gloire à Dieu, avancez. J'espère que je me fais comprendre. Hein. Et je suis c'est très délicat, hein, Joël, parce que je sais qu'en RDC, ça se passe, c'est régulier, ça se passe vraiment en RDC. Je ne parle pas parce qu'on m'a raconté, j'ai vécu ça moi-même.
Voilà, j'ai vécu ça. Donc, je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi tu parles. Donc, si tu vois que ça ne marche pas, euh, j'ouvre une parenthèse pour ceux qui sont connectés. Donc, faites attention pour ne pas tomber. Voilà. Et donc, ta maman t'a déjà donné une telle réponse. Gloire à Jésus-Christ. Voilà. Donc, s'ils ne sont pas d'accord, il faut les laisser. Il faut aller ailleurs. Il faut aller ailleurs. Il faut aller ailleurs. Moi, je ne cache, je vous le dis, hein, pour vous qui êtes à Appium, je ne vous le cache pas, vous faites partie de ma famille, famille chrétienne. Moi, j'ai été fiancé à une Congolaise. J'ai été fiancé à une Congolaise. Ses parents s'opposaient à ma relation avec elle parce que je n'étais pas congolais. Je le dis honnêtement là. Elle était à Kinshasa. J'ai plusieurs fois été là-bas. J'ai vu que je connais bien Kinshasa. J'ai très bien accepté. Son père ne voulait pas que j'épouse sa fille. Au bout d'un certain temps, on s'est séparés. Voilà. Je suis allé plus que là. Le père ne veut pas m'accepter. Il ne m'aime pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Peu importe ce que tu vas faire, j'ai prié, le Seigneur n'a pas voulu que ça se fasse. Il faut être, il faut être humble. Il y a des décisions qui viennent de Dieu. Tu pries, tu pries, tu pries. Il faut dire, bah, à un moment donné, c'est que le Seigneur ne voulait pas. Et puis tu arrêtes la relation, tu passes à autre chose. C'est difficile, mais tu passes à autre chose. Et puis le Seigneur m'a fait grâce. J'ai marié une excellente épouse après, qui est de la même culture que moi, et puis ça avance. Donc, il ne faut pas vraiment te braquer sur ça, te braquer sur ça, te braquer sur ça. Et justement, c'est parce que j'étais journaliste qu'il ne voulait pas que j'épouse sa femme. Voilà. Le métier que je faisais, il n'aimait pas le métier de journaliste. Donc, c'est ça. Je vous ai donné ma réponse ici. Donc, les amis, donc, je sais de quoi je parle. Les Congolais, vous êtes très, très, très regardants sur la question des tribus d'origine. Il est Ivoirien, on est Congolais, les Ivoiriens sont comme si des préjugés inutiles sur ma nationalité, sur mon pays, ça n'a pas marché parce que j'étais Ivoirien. Ouais, l'une des raisons. Autre question. Autre question, autre question, autre question. J'étais à quel niveau aidez-moi, Elena. J'étais à quel niveau? La question 8. Question 8. Comment gérer une femme qui a beaucoup d'amis de sexe masculin avec lesquels elle communique beaucoup? Non, à un moment donné, quand la femme est dans une relation, elle doit diminuer, arrêter ses communications étranges avec ses hommes. Ou du moins, elle doit faire comprendre à ses hommes, amitié entre homme-femme, en réalité, ça marche quand la femme n'est pas encore mariée. Quand une femme est dans une relation sérieuse, son meilleur ami, son bestie, ça doit être son fiancé, ça doit être son cheminant. Et si le cheminant commence à manifester un certain type de jalousie pour dire fais attention à tel ami, la femme doit considérer ces choses-là. Elle doit considérer ces choses. Si elle n'est pas capable, vous savez, se marier ou prendre la décision d'être avec une femme, ça va te séparer de certaines amitiés. C'est clair. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Même ton meilleur ami, quand tu te maries, il n'est plus ton meilleur ami. C'est ta femme qui devient ta meilleure amie. Donc, si tu es dans cette démarche-là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'elle doit arrêter. Il y a beaucoup de choses que monsieur doit arrêter aussi. Donc, si elle est incapable de se séparer de certains amis ou de quasiment prendre des distances avec certains amis, c'est qu'elle n'est pas encore prête. Ça montre qu'elle est plus ou moins un peu immature. Elle a un peu aventuré, elle veut s'amuser. Quand on veut d'une chose, on est prêt à faire des sacrifices. La consécration. Donc, tu dois décider de dire, bah, c'est vrai, j'ai beaucoup d'amis hommes, ça va rester des amis, je vais éviter de parler avec eux parce que j'ai quelqu'un maintenant à qui je donne la première place. Je vous ai parlé de la tromperie émotionnelle. Quand tu donnes tes émotions à quelqu'un, tu es en train de tromper celui avec qui tu es. L'infidélité ne commence pas par aller coucher avec quelqu'un. Excuse-moi, mais ça commence toujours par des causeries, des conversations. Ton fiancé te dit, j'aime pas cette conversation que tu as avec un tel homme. On prend ton téléphone, tu causes avec 1000 hommes, tu causes avec 1000 femmes, pourtant tu es fiancé, tu es déjà infidèle. Laissez-moi vous dire que cette personne est déjà infidèle. Elle est déjà infidèle. On n'a pas besoin d'aller plus loin pour dire elle est infidèle. Elle est en train de te tromper comme ça. Elle est en train de te tromper. Donc il faut éviter ça. Il faut être sage. Il faut être sage. Voilà, il faut être vraiment sage. Si l'homme avec qui tu es ne peut pas te satisfaire, il ne répond pas à tes critères, va avec ces gens-là que tu parles le plus. Bref, je suis à la 40e question. Question 9 maintenant. On a bientôt fini. Que faire si les parents s'opposent à l'union disant que la future belle famille ne dispose pas assez de moyens financiers que bah, il faut prier. Et si ça coince, il faut arrêter la relation. On se marie même souvent par statut social, les amis. Ce n'est pas un péché. S'ils ne veulent pas t'accepter parce que tes parents ou les parents n'ont pas assez de moyens, ne forcez pas les choses. Après, ça va créer trop de frustration. Vous pensez que Dieu, c'est pourquoi Dieu a dit Abraham a dit à son serviteur Élisée d'aller prendre une femme du pays duquel il venait. Pourquoi? Parce qu'il voulait prendre une femme de sa culture. C'est une question de culture aussi. Les riches se marient entre les riches, les pauvres se marient entre les pauvres ou entre les classes moyennes. C'est comme ça que le monde a été établi. Si Dieu fait grâce, tu peux marier un homme riche, c'est sûr qu'il y aura un petit mépris de sa famille si elle n'est pas vraiment convertie. Malgré toute l'apparence qu'elle aura, c'est le fond du cœur. Si cette famille est vraiment convertie, elle a la crainte de Dieu, tes valeurs vont s'imposer. Ils ne vont pas regarder le fait que tes parents n'ont pas assez de moyens. Mais s'ils commencent à parler à faire d'argent, de moyens,
tu veux marier une femme, ses parents n'ont pas assez de moyens, sors de cette affaire-là. Ou prie pour que Dieu les confonde. Prie pour que Dieu les confonde. Et si tu pries que Dieu ne répond pas, ou la réponse de Dieu, c'est que c'est un statu quo, c'est un signal. C'est aussi un signe, c'est aussi un indice que Dieu t'a déjà répondu. Ah, Joël Massama, je n'avais pas vu ton message. Surtout l'histoire des femmes claires, les parents s'opposent grave. Tu as raison, et c'est ça. Les Congolais, c'est ça votre affaire. Voilà. Donc, toi-même, tu vis ça. Donc, c'est vraiment une culture chez vous. Les parents s'opposent quand c'est une femme claire parce que ça, c'est chez vous. Je ne me retrouve pas dans les questions. Aidez-moi. La 10e question, c'est laquelle? La 10e question. Il n'y a plus de 10e question, hein. Elena, aide-moi. Il n'y a plus de 10e question. Gloire à Jésus-Christ. Ouais, je vois, il y a une 10e question qui est là. Je réponds à la 10e question assez rapidement. Il nous reste 6 minutes. Que faire lorsque les décisions de sa belle famille sont prises par une autre famille qu'il a beaucoup soutenue pendant des périodes. Mais c'est pareil. Donc, une belle famille qui va se confier à une autre famille pour prendre d'autres décisions, ça vous met en mal. Si la belle famille n'est pas capable de prendre des décisions parce qu'elle a reçu un soutien, ça montre que la belle famille perd son intégrité. Elle perd son intégrité parce qu'elle a reçu un soutien d'une autre famille, donc elle est influencée par cette famille-là. La seule chose que tu peux utiliser, c'est encore ton attitude et tes bonnes valeurs, et puis la prière. Tu pries, tu as tes bonnes valeurs. Si ça coince, quitte dans cette affaire. Moi, je dis aux jeunes, ne vous forcez pas pour certaines choses. L'âme la plus puissante au monde, c'est la prière. Si tu as prié, tu as eu de bonnes valeurs, tu as un bon comportement, tu as de bonnes attitudes, et puis ça ne change pas, quitte dans cette affaire-là. Tu as prié, tu as fait 30 jours de jeûne par terre. Les Congolais aiment faire ça, ils se couchent par terre, ils ne dorment plus sur le lit. Pendant 30 jours, ça c'est le principe à eux. Ils vont à la montagne, ils prient, il n'y a pas de changement. Quitte dans cette affaire-là. Parfois, le silence de Dieu, ça peut te dire, ma fille, je ne suis pas dans cette affaire-là. Mon fils quitte dans cette affaire-là. Ou si l'homme vraiment est décisif, malgré tout ce que ses parents disent, il va dire, écoute, mes parents, je vous ai aimé, je vous aime bien, mais c'est la décision de ma vie, de ma destinée. Vous savez, il manque beaucoup d'hommes, en fait, en réalité. Il y a beaucoup d'hommes, mais ces hommes-là manquent parfois d'être des hommes, de braves hommes. Ce qui fait que par moments, nos parents aussi, même quand ils ne sont pas dans la vérité, on a peur de leur dire la vérité. On a peur de leur dire la vérité. Mais l'onction va faire toute la différence. L'onction va faire toute la différence. Il faut vraiment être des hommes. Il faut savoir faire asseoir son père et sa mère. Vous savez que tout ça, ça arrive parce que parfois, il y a la pauvreté. Si ton homme, là, il est prêt financièrement, il est posé, il ne dépend pas de ses parents, il est mature, il s'occupe de lui. Je n'ai pas dit qu'il est extrêmement riche. Il sait s'occuper de lui. Ses parents vont avoir peur de lui dire ça. Parfois, c'est parce que tes parents, on te donne un peu d'argent, ils te donnent un peu d'argent qu'ils ont une autorité sur toi. Mais quand tu es autonome, tu te bats, tu as tes moyens à toi. Une femme, j'ai fait une vidéo aujourd'hui, ceux qui l'ont suivi. La femme respecte un homme qui lui-même produit son argent, qui ne court pas après les gens pour avoir de l'argent. Les femmes sont attirées par les hommes qui savent ce qu'ils veulent, certes qui ont une vision, mais qui se battent. Un tel homme-là, vous savez, l'argent, ça donne le pouvoir, hein. Un tel homme, ses parents vont lui parler, mais plus qu'il s'occupe de lui, il va prendre ses décisions. Dans la sagesse, sans leur manquer de respect. Parfois, là, on dépend trop des parents et puis on est là, on fait pitié. C'est pourquoi il faut se chercher. Avant de chercher une femme, cherche-toi du travail. Avant que Dieu ne donne à Adam, Adam avait un travail. C'est pourquoi j'ai dit aux hommes, tu fais quoi comme travail? C'est quoi ta vision sur les 5, les 10 ans à venir? Tu veux qu'une femme te respecte? Tu veux qu'une belle famille te respecte? Tu veux que tes parents te respectent? Mais il faut avoir l'argent. Même les parents congolais qui font le malin, là, quand quelqu'un vient avec tous ces milliards, là, ils le respectent. Ils le respectent. Parfois, quand on n'a pas assez de moyens, on se débrouille. La femme, même qu'on veut épouser, elle ne nous prend pas trop au sérieux. Elle nous aime, mais elle, a un peu, elle dit, le gars, mais il n'a rien. Je l'aime, mais il n'a rien. Quelqu'un va venir avec ses frics. Il n'a pas assez d'audace comme toi, mais comme il est friqué, les beaux-parents vont tout ouvrir, ils vont cuisiner pour lui. Ta belle-mère va lui donner à manger tout, parce qu'elle sait qu'elle a son intérêt. Les amis, vous qui êtes connectés, les hommes ici, allez-y vous battre. N'attendez pas que vos belles familles vous... Non, non. Quand ils vous voient, ils doivent déjà voir que leur vie va changer si vous épousez leur fille. Je vous promets. Adam avait du travail avant d'épouser Ève, avant que Ève ne vienne dans sa vie. Cherchons à être d'abord indépendants financièrement. Cherchons à être indépendants financièrement. Il faut prendre soin de toi. Quand tu vas aller parler à ta belle famille, ils vont te respecter. Ils vont te respecter. Même s'ils ne veulent pas que tu épouses leur fille, c'est leur fille qui demain va dire, ah, l'homme que j'ai voulu épouser, mes parents se sont opposés, c'était un homme. C'était un homme. C'était un homme. C'était un homme. Dans l'histoire, ils vont retenir que tu étais un homme. Il ne faut pas faire pitié. Parfois, il y a trop d'hommes qui pleurent trop. Arrêtons de pleurer, travaillons et le Seigneur nous fera grâce.
et le Seigneur nous fera grâce. Il ne faudrait pas qu'on se relâche dans le travail. Je vais m'arrêter là ce soir. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. J'ai répondu à toutes les questions, j'espère bien. J'ai répondu à toutes les questions. J'espère, Elena, tu me confirmes que j'ai répondu à toutes les questions. On va mettre fin à ce live-là. On a abordé de très bonnes questions aujourd'hui et j'ose croire que vous avez retenu l'essentiel et vous allez les appliquer. Frère, si les femmes disent que tu n'as rien, va travailler encore. Si ta belle famille te rejette, c'est parce que tu n'as pas assez d'argent, tu n'as pas encore démontré assez de moyens. Quand tu vas commencer à démontrer les moyens, parce que je sais que tu as déjà l'onction. L'onction, tu l'as parce qu'on ne paye pas l'onction. L'onction, il faut se consacrer. Tu as l'onction, tu parles en langue, tu parles aux démons, tu les chasses même. Mais on regarde dans ta poche, il n'y a rien. Tu finis de prier, tu as faim. Ah, c'est quelle onction qui ne t'amène pas à avoir l'argent aussi? Va travailler. Ce n'est pas la prière qui donne le travail, mais la prière associée à l'action que tu mènes va te donner du travail. Tu dois poser une action concrète et le Seigneur va commencer à te bénir. Dieu bénit le fruit de nos mains, mais tes mains ne produisent rien. Il va bénir quoi? Il va multiplier quoi? Il faut avoir 5 pains et 2 poissons pour que Christ multiplie. 5 pains et 2 poissons, mais tu n'apportes même pas. Il faut avoir un pot d'huile pour que le prophète Élisée puisse multiplier ça. Mais tu n'apportes absolument rien. Christ va multiplier quoi? Tu ne fais aucun effort. Christ va multiplier quoi? Après, c'est pour dire on ne m'a pas aimé parce que la fille là t'a aimé. Sauf que tu n'avais pas assez de moyens. Bref, on va s'arrêter là ce soir.